Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve pour continuer nos points sur l'actu PSG qui a été très chargé aujourd'hui, à commencer par le dossier Mbappé évidemment. La guerre de communication continue, elle est rudement menée par le club. D'abord, évidemment, on va pas se mentir, la majeure partie des infos qui sortent dans la presse, c'est à l'initiative de la direction ou de l'entourage très proche pour mettre la pression sur le joueur, mais aussi le Real quant à un départ cet été. Et du côté du joueur, on a décidé de deux choses. Une première, assez intelligente, il faut le dire, s'arrêter après les entraînements pour prendre des photos avec les jeunes, puisqu'il l'a encore fait aujourd'hui. Une deuxième chose, qui est un peu moins intelligente, c'est nommer de manière quasi officielle en tant que porte-parole de l'entourage de la famille Mbappé, Monsieur Daniel Riolo, qui depuis quelques jours s'est pris de cette mission, la prend vraiment à cœur parce qu'il démonte complètement Nasser, le club. Il a même aussi des informations, puisqu'il nous a dit il y a quelques jours, Mbappé est prêt à rester sur le banc toute la saison s'il le faut. On ne sait pas trop pourquoi, ça sort un petit peu de nulle part, ça. On sait qu'à l'époque, c'était Jérôme Rotten, Dominique Sévérac aussi à une époque, mais pas vraiment Daniel Riolo. Par exemple, fin 2020, début 2021, quand Mbappé a son creux, j'espère que dans son entourage, avant de nommer Riolo porte-parole, on lui a montré ce qu'il disait de lui sur l'after, quand il disait « Moi, Mbappé, je le remplace facilement par Hugminson ». Bref, pour qu'au final, après, la réalité, c'est que le PSG est vraiment devenu son équipe sur la saison 2021-2022. Bon bref, dans tous les cas, c'est vrai que je l'ai déjà évoqué en vidéo, quand Riolo te parle d'Mbappé ces derniers jours, j'ai quand même de gros doutes par rapport à la déontologie journaliste, c'est-à-dire que je pense que nous sommes sur des informations qui sont données évidemment par la famille, qui ne sont pas forcément recoupées, et un journaliste qui s'enflamme complètement, qui part un petit peu en vrille, parce que Nasser est le pire président de l'histoire, le PSG mène une campagne médiatique pour détruire l'image de Mbappé, s'il n'y a pas d'offre du Real, le joueur ne partira pas, point, et le PSG devra le faire jouer, c'est comme ça. Pour quelqu'un qui défend tout le temps l'institution PSG face aux joueurs, je trouve ça bizarre de se mettre du côté d'Mbappé quand justement un joueur prend en otage le club, bien évidemment. Mais bon, on sait très bien que tout ça est très orienté, c'est assez décevant parce que, comme d'habitude, Riolo s'enferme dans des choses qui sont assez, je dirais pas futiles, mais idiotes tout simplement, parce qu'on sait très bien que c'est quelqu'un qui connaît le foot français comme sa poche, qui a beaucoup de connaissances et qui a, parfois des avis qui s'entendent et avec qui, c'est vrai qu'on a envie de débattre. D'abord parce que c'est le journaliste le plus entendu en France aujourd'hui, journaliste sportif évidemment sur le foot, l'After, l'émission la plus écoutée. Mais de l'autre côté, il s'entête tellement sur des dossiers avec Verratti et tout ça. Mais en fait, il fait avec Mbappé ce qu'il reprochait à tous les mecs qui défendaient Verratti quand il le démontait à longueur de journée. Bon bref, passons un petit peu. Revenons sur les informations. Fabrizio Romano, Loïc Tanzi ce matin nous annonce que Al Hilal, donc évidemment club saoudien, avec Sergei Milinkovic-Savic et Kalidou Koulibaly, pour ne citer que, a proposé 300 millions au PSG pour Mbappé. Alors c'est une offre orale, c'est pas un truc écrit et tout ça, mais évidemment le club l'a accepté, ça c'est d'une logique implacable, et le club a donné son accord pour que les Saoudiens négocient avec Mbappé. Alors, selon Matt Moretto, donc journaliste Relevo, qui a quelques exclusivités, d'ailleurs encore une ce soir, on va y revenir dans la vidéo, les Saoudiens proposent 700 millions de salaire à Mbappé. C'est ce qui a circulé pendant toute la journée, mais Fabrizio Romano est arrivé sur le coup des 18h nous dire non. C'est 200 millions qui peuvent monter à 700 avec des trucs commerciaux et tout ça. C'est assez fou quand même, salaire de 200 qui peut quasiment quadrupler avec les bonus, les machins commerciaux. Bon bref, c'est de la folie évidemment. Si on parle de manière crue, il y a des gens qui nous diront concrètement pourquoi il reste au PSG. Citez-moi autre chose que l'argent, les primes à la fidélité, parce qu'on parle quand même d'un joueur qui pendant toute la saison a eu un langage corporel, et si vous ne regardez pas les matchs, tant pis pour vous, qui le trahissait complètement. Il était clairement pas au club, sur le terrain, quand on perdait et tout ça, c'était plus le leader qu'il était sous Pochettino. Alors après, il y a aussi l'influence de passer de Pochettino avec qui il avait une très bonne relation à Christophe Galtier, un joueur qui fait filtrer juste avant le match contre Benfica qui veut se péter. En août dernier, rappelez-vous, le comportement honteux contre Montpellier, penalty gate, mais aussi sur l'action où Vitinha porte le ballon, lui fait pas la passe au début de l'action et au final Mbappé s'arrête de courir. Ça, c'est lamentable. Et je place encore mon combat personnel, mais
Clermont PSG l'année dernière, rappelez-vous 5-0 avec la bicyclette de Messi sur une passe de Leandro Paredes. Bah, moi je me souviens de ce match plutôt pour l'absence d'Mbappé, rappelez-vous, parce qu'il purgeait une suspension pour le trophée des champions une semaine avant contre Nantes, donc là-dessus pas de problème. Mais le PSG nous sort juste avant Clermont qu'il est blessé, qu'il reste au camp des loges pour se soigner. Écoutez, ça concorde parfaitement avec la lettre qui est envoyée au club le 15 juillet 2022, Mbappé qui commence à s'exciter. Pour moi, blessure diplomatique quand il est absent contre Clermont l'année dernière. Bref, c'est que mon avis personnel. C'est mon côté complotiste comme j'aime le dire. Mbappé qui te dit dans France Football, c'est des questions pour la direction, moi j'ai fait ce qu'il fallait, on a le plafond de verre, mais voilà. En gros qui se désolidarise complètement de l'équipe. Le mec, t'as l'impression d'écouter quelqu'un qui joue Wimbledon, voilà, un joueur de tennis, tout simplement, ou alors un joueur de franchise de NBA, à l'extrême limite, mais certainement pas un joueur de foot. Donc c'est très clair, on a quelqu'un qui n'est pas dans le projet, a refusé de lever l'option d'achat un mois et demi après la prolongation alors que le mercato de l'année dernière n'était pas terminé. Concrètement, la réalité c'est que cette année, s'il reste, c'est pour quoi d'autre que les primes de fidélité. Surtout que qu'ils viennent pas nous dire qu'on va gagner la Ligue. C'est ça en fait, là où je lui en veux aussi le plus. Bon, je lui en veux pour quasiment tout, mais bon, j'ai encore étalé. Il prolonge pour 2 ans. Et le mec te dit gagner la Ligue des Champions avec ma ville natale, le PSG, machin chouette, c'est mon rêve. Ça aussi, c'est d'une hypocrisie totale. Le PSG était dans une situation tellement compliquée, on le sait tous, avec tous les indésirables, tous les lofters de l'année dernière, avec les contrats qui se terminaient en 2024, la masse salariale démentielle avec l'erreur d'avoir pris Messi en 2021. On le savait très bien que gagner la Ligue des Champions, si on veut parler objectivement, c'est pas possible dans un futur proche. Tu peux essayer de maximiser. Moi, je suis pour faire des mercatos avec peu de joueurs, mais des joueurs top mondiaux. Voilà, 100 millions sur un joueur, 60 sur un autre, terminé. Plutôt que d'éparpiller des machins à 25-30 millions. Je suis un apôtre de cette philosophie. Visiblement, Luis Campos, pas du tout, mais ça, on le savait. C'était déjà le cas avant à Monaco et Lille. Pour toutes les réussites qu'il a eues, il y a eu aussi beaucoup d'échecs parce qu'il a recruté beaucoup de joueurs numériquement à chaque mercato. Bon, bref, ça, c'était une parenthèse. Mais dans tous les cas, sur 2 ans, c'est pas possible. Tu peux pas dire je prolonge 2 ans et je veux gagner la Ligue des Champions, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, le mal est trop profond. Voilà. Et donc, s'il reste cette année, il peut pas nous dire c'est dans l'espoir, l'objectif de remporter la Ligue des Champions. Parce que l'année prochaine, la réalité, c'est qu'on n'attend rien du club. Voilà. C'est tout. Et il faut au minimum 2 ou 3 ans pour essayer de reconstruire une équipe avec des automatismes, des leaders aussi. Ça, c'est très important. Des leaders dans cette équipe qui en manque cruellement, un vestiaire un petit peu qui retrouve un second souffle parce que là, l'ambiance était vraiment très morose cette année. Pas besoin d'avoir des informations pour le sentir en tant que supporter lambda. Bref, donc il reste pour toucher les 150 millions. Vous me direz, si Mbappé reste pour les 150 millions, on lui trouve un contrat à 700 millions sur l'année, pourquoi il le refuse? Alors c'est assez cru, évidemment, ça peut s'entendre, mais bon, personnellement je rajouterais dans la balance ses ambitions de Ballon d'Or, de jouer la Ligue des Champions, et puis surtout en fait, l'Arabie Saoudite, faut prendre du recul. Faut prendre du recul parce que c'est difficile déjà d'en prendre parce qu'on assiste à quelque chose qui est complètement inédit. C'est complètement dingue de voir des joueurs, Milinkovic 28 ans, mais d'autres de 26, 24 ans, qui vont là-bas en fait. Des clubs qui ont des compositions très sérieuses là-bas, voilà, au milieu de terrain, en attaque, même en défense. Malheureusement, ils ne s'intéressent toujours pas à Keylor Navas, je ne sais pas trop pourquoi. Et tu te dis, ça y est, le foot est déréglé complètement, l'Arabie, machin chouette, Nouvelle Eldorado, mais il faut jamais oublier que là-bas, il n'y a que 5 clubs qui font ça. Le reste du championnat, c'est resté au même niveau en fait. Voilà, il n'y a que les 5. Alors Al-Ali, Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nasser et le 5e, je ne l'ai pas. Tant pis, je ne l'aurai pas. Mais tous les autres clubs, en réalité, ils ne sont pas financés par le PIF, le Fonds souverain. Bon, je ne suis pas trop calé, je n'ai pas noté dans mes brouillons, donc je crois que c'est ça. Les 5 sont vraiment financés par le PIF, les autres moins ou pas. Donc, en réalité, l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est 5 clubs et les autres, c'est néant, c'est le désert en réalité. Donc, en matière de compétitivité, c'est vrai que, bon, déjà à 24 ans, évidemment, objectivement, je ne vois pas Mbappé laisser une année de sa carrière là-dedans, et même physiquement en fait. Parce que physiquement, alors je veux bien que les 5 top clubs, là tu commences à avoir des joueurs gratins européens, et encore, on parle quand même de joueurs il y en a aussi beaucoup qui sont sur la pente descendante, Roberto Firmino par exemple, Sadio Mané.
physiquement, voilà, il s'y retrouve pas du tout. Il revient, il est carbo quoi pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc vraiment, j'y crois absolument pas. Bon bref, tout réside en réalité dans deux choses. L'offre que le Real pourrait soumettre. Évidemment, le PSG l'accepterait tout de suite et Mbappé accepterait de partir. Et ensuite, est-ce que le PSG peut le mettre sur le banc toute la saison? Parce que l'écarter de la tournée au Japon, c'est très bien, mais on sait très bien que le levier ultime, pour reprendre des termes barcelonais, c'est le mettre sur le banc toute l'année. Maintenant, vous connaissez mon avis, personnellement, je n'y crois absolument pas. Voilà, l'UNFP fera pression et tout ça. Hein. Au-delà de la pression populaire, la pression de Didier Deschamps aussi par rapport à l'équipe de France, je vois pas le PSG le foutre en tribune comme on a fait avec Hatem Ben Arfa ou Adrien Rabiot. Même si, je l'ai déjà dit, j'ai déjà soumis l'idée, Mbappé sur le banc qui rentre à 20 minutes de la fin à chaque match, ça peut être quelque chose de très intéressant. Tu recrutes un vrai neuf, quand la défense adverse est fatiguée, tu fais rentrer Mbappé, et là, normalement, tu gagnes tous tes matchs, il n'y a pas de problème. Et en plus, ça embête Mbappé parce qu'il démarre pas les matchs, du coup, il fait moins de statistiques, et sa course au ballon d'or, elle est un peu loupée. Bref, c'était la petite parenthèse. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, on reste encore sur une entreprise de lobbying du club. Ne vous laissez pas avoir. La réalité, c'est que quand je lis l'article de Loïc Tanzi dans l'équipe, je me dis, ah bon alors lui, il a encore bien son étiquette de porte-parole de Nasser. Je m'explique. Le mec te raconte que Tottenham, l'Inter Milan, club fauché complètement avec Zhang le chinois, et le Barça, bon alors là, en matière de club fauché, tu fais pas pire, sont intéressés. Rendez-vous téléphonique avec le Barça qui aimerait inclure des joueurs dans l'opération. 1. Les échanges de joueurs plus de l'argent, ça n'a jamais marché. C'est que des trucs de rumeurs mercato, gazette, machin chouette que tu vois à la librairie. 2. Citer ce genre de club, le journaliste va mal en fait. Le journaliste va mal parce que je me dis, mais les garçons ne sont pas au courant. Enfin, même si tu as l'info, même si c'est peut-être vrai, fais pas filtrer ça, quoi. Tu sais très bien que ça se fera jamais, mais l'Inter, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient les finances de faire Kylian Mbappé? Tottenham, qu'est-ce que tu veux qu'ils attirent Mbappé? Et d'ailleurs, je crois même que Tom Holland, quand il a rencontré Mbappé, lui a dit de venir à Tottenham et Mbappé s'est foutu de sa gueule. Là, je parle avec mes souvenirs, mais je crois que Tom Holland est supporter de Tottenham et il lui a dit, et dans une interview, Tom Holland dit, ouais, bah Mbappé, il s'est foutu de ma gueule. Et il a dit jamais. Bon, bref, et puis le Barça, tu sais très bien que le Barça, il se positionne sur tous les bons joueurs qui sont sur le marché pour faire parler d'eux parce que Laporta est un très bon communicant, ça c'est la première de ses qualités. Se positionner sur tous les joueurs un petit peu bankable pour faire genre le Barça est intéressé alors qu'ils n'ont pas un rond. Bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, le journaliste va mal. Pourquoi? Les informations leur viennent. Ce ne sont pas des journalistes, mais des porte-paroles. C'est pour ça que j'utilise tout le temps ce mot. Ça peut être gavant. Mais la réalité, c'est ça. C'est que les mecs attendent les infos de la part du club. Ils font aucune investigation, machin chouette. Ils activent aucun réseau. Ça leur tombe direct sur leur WhatsApp. C'est tranquille. Ils relaient ça. Ils sont contents. Voilà. Le club, pareil, est content, a fait passer son message. Voilà. Là, le PSG, par exemple, le Barça qui fuite. Alors, on peut y voir une manœuvre de Laporta, comme je le disais, très bon communicant, pour se mettre sur Mbappé et faire parler d'eux. On peut y croire. Et je pense que Laporta est très content de voir son club filtré sur le dossier Mbappé. Personnellement, j'y vois plus une manœuvre de Nasser qui fait filtrer le Barça pour mettre la pression sur le Real, évidemment. Voilà. Et multiplier tous les clubs intéressés pour montrer un petit peu au monde qu'il y a du monde pour essayer de faire monter les enchères. Tout simplement. Mais jamais l'Inter, Tottenham et tout ça. Et vraiment, quand tu es journaliste, je ne comprends pas que tu acceptes de mettre ça dans ton article, en réalité. Voilà, c'est un petit peu ça que je dénonce, tout simplement, pour reprendre un mot de Daniel Riolo, larbin du club. Là, voilà, on tient de vrais larbins du club qui font filtrer ce que Nasser veut, ce que la direction veut, dans son lobbying pour essayer de faire partir Mbappé, faire monter les enchères, attirer évidemment les clubs intéressés. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la seule offre concrète, c'est l'Arabie Saoudite. Le reste, ça reste quand même, à part le Real évidemment, ça reste quand même compliqué. Même United et Chelsea, si on parle objectivement, United, ils sont en instance de vente. Ça me paraît compliqué de faire une opération à 400 millions alors que tu es en train de vendre et que c'est pas du tout finalisé. Chelsea, pareil. Pochettino joue en la faveur de Mbappé parce qu'ils s'entendent bien tous les deux. Mais le problème, c'est qu'ils se sont fait rattraper par le fair play financier qui a limité les durées d'étalement des amortissements à 5 ans, alors que jusque-là, il le faisait sur 9 ans. C'est pour ça qu'il bouclait Enzo Fernandez, Mudryk et tout ça en un hiver. Et là, du coup, ils sont un peu coincés. Donc, je les vois mal en matière par rapport au fair play financier.
boucler ce genre d'opération. Et puis même, si on parle objectivement, les relations entre Chelsea et le PSG sont pas au beau fixe. Bon bref, voilà un petit peu mon avis sur le dossier Mbappé, encore une fois mené grandement par le PSG à travers ses relais médiatiques pour faire du lobbying. Harry Kane, RMC nous annonce qu'il réfléchit, il a un accord avec le Bayern, mais Nasser est confiant. Sa femme, Harry Kane, s'est renseignée sur les logements à Paris. Alors là, on a vraiment les deux dénominateurs de l'information Mercato PSG. Un, Nasser est optimiste. Ça, quand on sort que Nasser est optimiste, tu peux être sûr que c'est lui derrière. Deuxièmement, l'information Stéphane Plaza, la femme du joueur, s'est intéressée à l'immobilier à côté de Poissy, machin chouette. Ah bah voilà, là c'est bon, on est vraiment... Ça c'est le mercato que j'aime, ça c'est le journaliste que j'aime les gars. Voilà Fabrice Hawkins, on t'aime. Merci de nous donner de l'espoir sur Harry Kane, même si j'y crois absolument pas, mais bon bref. Sachez que si ça se fait, alors là les gars, Nasser sera exempt de tout reproche pendant minimum 1 an. Trêve des critiques sur Nasser pendant 1 an. Bref. Bon, RMC ajoute aussi que Harry Kane a profité de l'intérêt du PSG pour négocier son offre à la hausse avec le Bayern. Le Bayern qui commence un peu à s'impatienter, hein, parce que les négociations, on va retrouver une bonne vieille connaissance. Loïc Tanzi a confirmé l'information d'RMC, comme quoi le PSG est optimiste. Nasser avance plutôt bien ses pions sur le dossier, même si bien sûr, toujours pas l'accord du joueur qui réfléchit et qui fait son choix. Tanzi nous dit... Pini Zahavi est dans l'affaire. Hier, il y avait une info qui sortait comme quoi il y avait un homme de l'ombre qui agissait. L'homme de l'ombre, ouais, il était facile à deviner. Évidemment que c'est ce super agent. Alors, qui était dans le deal de Neymar en 2017, on le connaît tous pour ça, qui était aussi dans le deal Thomas Tuchel. Et c'est vraiment là tout le point sur lequel j'aimerais articuler. Pini Zahavi... Quand Tuchel signe au PSG, surtout quand Tuchel prolonge aussi au PSG. Rappelez-vous, je crois que c'est après l'échec contre Manchester United, Tuchel prolonge jusqu'en donc 2021. Pini Zahavi est très impliqué là-dedans. Et donc après Neymar, il était vraiment dans la sphère PSG. En parallèle, Pini Zahavi a ses entrées au Bayern. Hein. Lewandowski, il a négocié sa prolongation en 2019 là-bas. Il a négocié aussi son départ l'année dernière au Barça. Alaba, qui part librement au Real Madrid, c'était... agent Pini Zahavi, donc ça c'est mal terminé. Kingsley Coman 2021. En juin 2021, Kingsley Coman prend Pini Zahavi pour soit renégocier une prolongation de contrat au Bayern avec salaire doublé, soit un départ en première ligue de préférence. Il y a une réunion avec le directeur sportif du Bayern qui tourne mal, il se fâche parce que le Bayern ne veut pas doubler le salaire de Coman, et au final, en octobre 2021, donc 4 mois après, Coman dégage Pini Zahavi. Voilà un petit peu pour faire l'état des lieux. Et je reviendrai sur Tuchel. Donc, le dossier, quand Tuchel signe à Chelsea, Pini Zahavi, il est dedans, c'est évident. Et rappelez-vous, en mars, entre deux matchs PSG-Bayern, les rumeurs d'un retour de Tuchel au PSG. Je pense que le Qatar, s'ils avaient pu le faire, il l'aurait fait. Mais voilà ma version des faits. Pini Zahavi, évidemment, était à la manœuvre. Hein. On sait tous qu'il est derrière son retour au Bayern. Et je pense que du coup, Zahavi a utilisé le PSG, a fait filtrer ça dans la presse pour mettre la pression sur le Bayern, leur dire « Les cocos, il y a des clubs qui sont sur mon client, hein, le PSG, le Real. Il faut que vous viriez Nagelsmann, que vous le repreniez tout de suite. » Et je soupçonne Tuchel d'avoir été un petit peu dégueulasse avec Nagelsmann parce qu'il a fait du lobbying pour le dégager et faire un petit peu comme à Chelsea en 2021, arriver avec l'espoir de prendre la Ligue des Champions, battre City, faire un petit peu le héros sur 4 mois et tout ça. Et donc, il fait du lobbying très intense pour ça. Et le lobbying marche. Parce qu'il signe au Bayern avec Zahavi derrière. Donc là, vous comprenez un petit peu quand même comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, Zahavi qui a délogé Lewandowski l'année dernière du Bayern, qui se retrouve à faire la saison avec Choupo-Moting en seul avant-centre, jouerait contre eux et ferait du lobbying pour qu'Harry Kane aille au PSG. Vous avez compris, là où je me pose des questions, c'est sur Tuchel. Parce qu'ils sont proches les deux. Et je me dis, bizarre que Pini... essaye de la mettre à l'envers à Thomas Tuchel. Voilà, qu'il a placé à Chelsea, qu'il a fait prolonger au PSG, qu'il a placé au Bayern il y a quelques mois. Bon bref, ça me paraît bizarre. Peut-être que de l'autre côté, Pini est plus proche de Nasser que de Thomas Tuchel. Mais enfin, Thomas Tuchel est quand même... je sais pas s'il est client, parce que Pini Zahavi fonctionne un peu bizarrement. Enfin, c'est comme avec Kingsley Coman en réalité. Alors, il y a des joueurs qui sont chez lui, hein, il en est l'agent proprement et tout ça, mais il fonctionne surtout par mandat en tant qu'intermédiaire.
2017 Neymar typiquement, et puis là surtout sur Harry Kane, voilà, si Harry Kane signe au PSG, vous pouvez être sûr qu'il est intermédiaire, qu'il a eu un mandat et qu'il va toucher une belle commission là-dessus. Mais il n'est pas agent proprement, tu vois. Par exemple, Kingsley Coman, il n'y avait pas de contrat défini sur 2 ou 3 ans. Le contrat, c'était soit tu me trouves la prolongation, soit tu me fais partir en première ligue, soit tu dégages, je te vire. C'est un peu des trucs qui sont peut-être un peu en soum-soum aussi, hein, ça, on ne sait pas trop. Bon bref, voilà un petit peu l'état des lieux du dossier Harry Kane avec Pini Zahavi qui fait du lobbying. Et c'est pour ça que je me dis, Pini Zahavi, proche de Tourelle, qui lui mettrait à l'envers, franchement, ça me fait penser que Pini Zahavi utilise le PSG pour justement faire augmenter un petit peu les enchères avec le Bayern, négocier, je sais pas, un meilleur contrat à Harry Kane, ou un truc comme ça, voilà, pour mettre un petit peu la pression sur le Bayern, pour qu'il finalise rapidement le dossier et qu'il fasse leur offre à 100 millions que Tottenham, parce que la réalité c'est que Tottenham il semble assez ouvert, hein. Plus de 100 millions, visiblement, enfin des échos qu'il y a quand même d'un peu partout. Disons les termes, Tottenham n'a jamais été aussi ouvert à une vente d'Harry Kane. Voilà, tu proposes 120, je pense qu'ils acceptent, alors qu'en 2021, ils refusent 120 de Manchester City, rappelez-vous. Donc voilà un petit peu mon avis là-dessus. Bon, Di Marzio, Maldini a 2 offres, hein, rappelez-vous, il était donc directeur sportif du Milan, il est parti juste après avoir prolongé Raphaël Leao, je crois, masterclass, prolongation jusqu'en 2028 à 5 millions net en matière de salaire. Ouh, ça change de Leonardo, et les prolongations de Kurzawa qui a salaire doublé. C'est l'architecte évidemment du Milan d'aujourd'hui, hein, avec tous les gros joueurs, Mike Maignan, Hernandez, Théo, le frère, Leao et tout ça. Même si ces derniers temps, les supporters s'en plaignaient un petit peu, donc là aujourd'hui il est libre. Il a 2 offres de la sélection italienne et du PSG, mais on ne connaît pas trop la nature du poste qu'on lui propose. Maldini, il faut savoir qu'il intéresse le PSG de longue date. En 2012, quand Leonardo arrive, il veut en faire un des adjoints de Carlo Ancelotti. Au final, ça ne se fait pas. Et Maldini te le confirme plus tard, dans une interview. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un autre moment aussi où on a voulu le faire venir dans l'organigramme ou un truc comme ça. Moi, personnellement, je suis très séduit par cette idée. Je rappelle qu'il y a un poste qui est vacant aujourd'hui au sein du PSG, c'est celui de directeur sportif. Parce que Luis Campos, juridiquement, est conseiller sportif du club. Tout passe par sa société, visiblement. Il n'a pas de... Je me demande s'il est salarié du PSG, en fait. Donc, le mettre en tant que directeur sportif avec ce titre-là, et officieusement que Maldini soit un petit peu le bras droit de Nasser, parce que Nasser l'adore. Donc, en faire un petit peu le bras droit de Nasser, le mec qui est un petit peu la représentation de Nasser de manière permanente à Paris, parce qu'on sait très bien que notre président, entre ses parties de paddle, ses déboires avec la justice, tous ces trucs avec Beansport et l'ECA au niveau de l'UEFA et tout ça, il est quasiment jamais à Paris, quoi. C'est Harlem Globetrotter, hein. En plus, il se permet d'aller chez DJ Khaled à Miami, bon bref. C'est un peu Harlem Globetrotter, sans parler de ses déplacements à Doha. Donc avoir quelqu'un sur place qui représente Nasser de manière permanente, quelqu'un d'un petit peu compétent, parce qu'on sait très bien qu'il y en a aujourd'hui qui le représentent, hein, les mecs, voilà, on va pas citer les noms, mais Maldini, ça pourrait être pas mal pour avoir aussi une figure charismatique au quotidien au club. Bref, on y reviendra peut-être un peu plus en détail s'il y a des informations plus concrètes, disons, qui sortent dans les prochains jours. Alors Arnaud Tenas, gardien du Barça, qui est libre de tout contrat, donc exclut Matt Moretto, comme je vous le disais, ça a été confirmé par l'équipe, le PSG fonce dessus. Donc on lui a proposé un contrat, mais il n'a pas encore répondu favorablement, donc tout est encore possible dans ce dossier, mais visiblement ce serait lui, notre numéro 2, numéro 1 bis. Écoutez, je suis assez, enfin je le connais pas, mais je suis assez séduit sur le papier, disons que Bounou, le Marocain, est très très bon, évidemment. Pas cher, mais 32 ans, voilà. Viendrait en numéro 1 bis en concurrence avec Donnarumma. Prendrait aussi un gros salaire. Je pense que Bounou, c'est quand même 5-6 millions net après sa Coupe du Monde et tout ça. Je préfère quand même Arnaud Tenas dans la mesure où là, tu prends quand même un gardien qui est jeune, voilà, sur qui tu peux éventuellement faire une progression. Et qui accepte ce rôle de numéro 2 très clair, parce que la cohabitation, non, flemme. Ne me saoulez pas avec ça. Ça n'a jamais marché dans aucun club. On va arrêter ça tout de suite. Donc, je suis assez séduit, disons, par ce... Même si je le connais pas. Le seul bémol, c'est qu'il est espagnol et que du coup, pour les listes joueurs formés en France, c'est vrai que le numéro 2 du gardien, c'est toujours cool qu'il soit français. Mais bon, c'est comme ça.
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!